Les restaurants Subway présentent les nouveaux régalos sur pain aux patates. Des pains moelleux, faits avec des patates canadiennes, remplis d'ingrédients de qualité. Essaie les 4 variétés alléchantes. Jambon moutarde et miel, délices à la dinde ranch, aioli italien et poulet chipotlé. À partir de 2,99 pour un temps limité. Nouveau régalos sur pain aux patates. Subway, mangez frais. Fraîchement préparé à la commande. Dans les restos participants. Exclut les commandes à la livraison. Extra et taxes en su. Aucun rabais, coupon additionnel. 46. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, Mathieu Lucam poursuit une étudiante parce qu'elle a osé se photographier les seins à l'air en tenant dans sa main son diplôme de Lucam. On dit que ça entache la réputation de l'université. Comme j'ai dit plus tôt, c'est pas ça qui entache la réputation de l'université. C'est de laisser des militants masqués, armés de bâtons de baseball entrer dans des classes. C'est de bannir certains ouvrages, de bannir certains mots. C'est de censurer certains conférenciers. C'est ça qui entache la réputation de l'université. Oui, ben là, on est dans le grand délire. Hein. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas aller à l'UQAM, qui se méfient de l'UQAM, qui disent l'UQAM, c'est une maison de fous. Le terme est exagéré. Hein. C'est une université où il y a d'excellents professeurs, où il y a d'excellents chercheurs, où il y a d'excellents étudiants. Mais ce qui donne mauvaise réputation à l'UQAM, c'est évidemment la présence en ces murs de ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche woke, l'extrême gauche, des professeurs militants, les grèves à répétition, tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, transforment la vie académique en lieu hyper idéologique, hyper militant. C'est ça qui gâche la réputation de l'UQAM. C'est pour ça que l'UQAM a mauvaise réputation, pas parce qu'une jeune femme qui, par ailleurs, voit encore dans la nudité une marque de transgression, alors qu'il s'agit de la banalité pornographique de notre époque. Ça, faut juste pas mélanger. Le vrai problème à l'UQAM, c'est le militantisme fou. Ce n'est pas cette jeune femme qui, par ailleurs, n'est probablement pas appelée à gagner je ne sais quel prix des Beaux-Arts. Mais tu as tellement raison que c'est de la fausse transgression être nu. Mais tu sais, maintenant, moi, ce qui me surprend quand je vais au théâtre, mais quand j'allais au théâtre, c'est de voir des gens habillés, parce qu'il y a rien de plus conformiste que de se foutre à poil. Je veux dire, ils font ça dans tous les spectacles maintenant. Oui, non, mais en fait, c'est fascinant, c'est qu'on est sur les transgressions d'avant-hier. Hein. C'est comme on est sur les transgressions des années 70. Il y a des gens qui sont un peu en retard et qui se disent, alors qu'aujourd'hui, l'authentique transgression, qu'est-ce que ce serait publiquement? J'imagine des transgressions. C'est d'être plutôt conservateur, de croire en Dieu, plus encore de croire à la Sainte Église catholique, de dire que Donald Trump n'était pas un fasciste, de confesser qu'il y a de bonnes raisons d'être populiste de temps en temps, que de se questionner sur les limites de la théorie du genre. Vous voulez transgresser, mes amis? Ni transgresser. Alors moi, je ne dis pas que chacune de ces transgressions est bonne, entre tout en passant. Je veux juste dire qu'il faut pas mélanger. Aujourd'hui, la transgression, c'est la réaction. Et il n'y a rien de plus conformiste, il n'y a rien de plus ennuyant que les transgresseurs subventionnés d'avant-hier qui décident de croire que c'est en exposant un peu plus de peau sur les réseaux sociaux que soudainement ils participent au combat de la libération. Non, mes amis. Transgresser autrement, porter la cravate en public, transgresser autrement, promenez-vous de manière, en respectant les codes sociaux, appelez les hommes et les femmes, monsieur, madame, saluez les gens de manière courtoise. Mon Dieu, là, vous êtes un transgresseur absolu. C'est ça. Oui, c'est ça. Ou porter un chapeau, comme tu as commencé à le faire. Ça, c'est de la transgression. Porter le chapeau, la cravate, le veston, et tirer ses souliers une fois par mois, mais là, franchement, on est bon pour le goulag. Mathieu, t'es en forme. Le patronat qui appuie l'immigration massive, bien sûr, eux autres, ça tire les salaires vers le bas, d'avoir des travailleurs qui demandent pas beaucoup, qui sont tout contents de travailler, donc pas les payer beaucoup, pas les syndiquer, ça fait leur affaire. Ben, en fait, il y a 3 étapes. Enfin, il y a une offensive en ce moment de ce qu'on pourrait appeler le lobby patronal et le lobby fédéraliste et l'État canadien, ou à tout le moins l'establishment canadien qui tous ensemble. Alors, se rallier à cette proposition, il y a Brian Mulroney, qui est un homme pour qui j'ai de l'estime par ailleurs, qui a repris une proposition qui vient de 2016 des conseillers de proches de Justin Trudeau, qui dit ce qu'il faut, c'est 100 millions de Canadiens en 2100. 100 millions de Canadiens. Donc, pour ça, faut pour devenir une vraie superpuissance dans le monde, et là, pour ça, il faut avoir une immigration massive pour être capable de s'y rendre, hausser les seuils sans arrêt. Le problème, c'est que d'un point de vue québécois, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour reprendre les mots de René Lévesque, qui, à ce que j'en sais, est un démocrate irréprochable, ça veut dire la noyade démographique. C'est-à-dire que dans un tel scénario, c'est la transformation du Québec en minorité ethnique insignifiante dans la fédération. C'est fini. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, on pourrait s'opposer à cette proposition-là au Québec, y voir quelque chose d'inquiétant. Mais on a ici toute une mouvance idéologico-politique et économique qui nous dit non, l'immigration massive, c'est la solution à tout. On a effectivement le patronat, c'est assez drôle, hein.
Quand il y avait croissance économique, on nous disait l'immigration massive, c'est formidable, ça alimente la croissance. Quand l'économie est en crise, comme en ce moment, on dit l'immigration massive, c'est formidable, ça relance la machine. Donc, autrement dit, quelles que soient les circonstances, l'immigration massive est la solution. Le Parti libéral embarque là-dedans. Il faut pas se surprendre. L'immigration massive est une richesse électorale pour le Parti libéral. Et l'État canadien a toujours vu dans l'utilisation des politiques d'immigration une manière de poser un verrou démographique sur l'avenir politique du Québec. Et là, en plus, il y a l'argument de la pénurie de main-d'œuvre, qui est un argument démonté 100 fois par Dubreuil, par Marois, par Jacques Houle et par d'autres dans plusieurs excellents travaux qui nous disent un instant, je veux dire, par définition, premièrement, c'est la pénurie de main-d'œuvre, c'est un mot masqué pour dire cheap labor, faut quand même le dire. Et deuxième élément, eh bien, quand on fait venir des gens, mais ça crée une autre, ça alimente la demande de nouveaux travailleurs et nouveaux travailleurs issus de ce cycle sans fin. Ce qui fait qu'il y aura toujours, dans cette logique-là, pénurie de main-d'œuvre de leur point de vue. En plus, faut-il ajouter qu'il n'y a pas nécessairement correspondance entre les gens qui arrivent et les besoins très spécifiques qu'il peut y avoir dans l'économie. Les besoins spécifiques ciblés dans l'économie, où il y aurait vraiment des postes à combler, c'est pas si nombreux que ça, puis ils se comptent pas tant que ça. De l'autre côté, comme je dis, pour le cheap labor, alors là, on mise sur ça. Donc, j'espère que les nationalistes québécois, qu'ils soient souverainistes ou autonomistes, vont sortir de leur grande timidité devant tout cela, parce qu'on est quand même devant un enjeu existentiel. Quand l'État canadien, quand l'establishment canadien, quand les représentants du Canada au Québec, tous ensemble, cherchent à relancer la machine de l'immigration massive, alors qu'en ce moment, l'intégration fonctionne pas, alors qu'en ce moment, l'immigration massive est le facteur premier qui est d'explication de l'anglicisation de Montréal, de Laval. Si on n'est pas capable de faire le lien, si on est trop timide devant cela, on peut se dire qu'il y a une forme de paralysie mentale des nationalistes québécois. Et c'est pas une question de xénophobie, de racisme, de refus de l'autre. On veut accueillir les gens très bien, mais selon nos capacités d'intégration. Or, en ce moment, elles sont largement dépassées. Et j'espère que je te choquerai pas, mais c'est un discours là, que Michel Onfray tient souvent. Je sais que tu n'as pas une admiration sans borne pour Michel Onfray, mais il dit souvent les démocraties occidentales sont menacées par leur gauche, avec le mouvement woke, l'extrême gauche, mais aussi par leur droite, avec le patronat, justement, qui appuie l'immigration massive pour avoir du cheap labor. Ah ben oui, donc c'est un discours en fait qui n'est pas exclusif à Onfray. John Fante aux États-Unis, qui est un très bon politologue, qui avait dit que c'était, il parlait justement de l'alliance entre le grand capital et la gauche transnationaliste de type multiculturaliste. Moi, j'avais parlé dans un texte il y a des années des noces oligarchiques entre l'intelligentsia et le capitalisme, le grand capital. Onfray à sa formule, je pense que c'est un mouvement qu'on est nombreux à avoir vu d'une manière ou de l'autre. On utilise des termes différents, mais on le voit, cette espèce de convergence des luttes, pour parler comme l'extrême gauche, cette convergence des luttes entre la droite capitaliste, ultra-capitaliste, néolibérale et la gauche antinationale, qui ensemble œuvrent à déconstruire la possibilité même de la nation. Bon, alors on voit ça, eh bien, il faut tenir. Mais comme je le dis, au Québec, il y a une telle tiédeur devant ça, moi ça me fascine, parce qu'on a intériorisé l'accusation de racisme, on a peur soi-même quand on touche à ça de transgresser justement, on a peur de heurter, de toucher un tabou. Et c'est vrai, parce qu'il y a un prix à payer à toucher à ces questions-là. Quand vous touchez ces questions-là, vous avez contre vous une campagne de harcèlement, de dénigrement permanent. On vous traite de tous les noms, on vous traite d'extrême droite, on vous extrême droitise. Et là, bon, la plupart n'ont pas envie de subir ça et je les comprends, mais pourtant, je pense que de simple point de vue, c'est un enjeu existentiel pour la nation. Il faut dire, premièrement, le projet de 100 millions de Canadiens, d'un point de vue québécois, c'est démentiel. C'est-à-dire, c'est la noyade assurée. Et d'un point de vue québécois, il est temps d'oser critiquer le discours du toujours plus. M. Parizeau avait une formule très claire en 2008, je crois. Il disait ça existe la notion de trop. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas intégrer encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas accueillir, ça veut dire qu'on veut accueillir selon nos capacités d'intégration. On peut faire un Québécois avec n'importe qui. Il peut venir d'Algérie, du Pakistan, de l'Inde, on s'en fout, il peut devenir Québécois. Et pour ça, il faut que la société d'accueil soit capable d'intégrer. La nation, c'est pas une race, mais pour qu'elle soit capable d'intégrer, il faut encore qu'elle conserve une sorte de rapport de force sociologique, démographique. Or, en ce moment, sous la pression du multiculturalisme canadien, de l'immigration massive canadienne, on est dans de l'américanisation. Notre capacité d'intégration est très, très compromise. Je pense qu'il est temps qu'on parle de ces questions-là, franchement. Ben c'est très bon quand tu dis là, il faut réapprendre la notion de trop et d'ailleurs ça me relance, là, on pourrait s'en parler dans une chronique à venir. Je suis tombé sur un livre ce week-end sur, en fait, c'est deux philosophes qui disent il faut réapprendre à la limite.
la notion de limite, la notion bien sûr. et de ça c'est très important, la limite en immigration, mais la limite aussi dans tout. Olivier Rey a écrit un livre magnifique sur la notion de limite. Régis Debray y revient souvent. Oui. Je pense que la notion de limite, c'est la condition même de la réflexion. La limite, c'est l'autre nom d'une conscience de la finitude. Et la finitude, c'est une conscience de notre véritable humanité, c'est-à-dire nous ne sommes pas des dieux tout-puissants. L'humanité est libre dans la mesure où elle est consciente de sa fragilité. Elle peut de grandes choses, mais elle doit savoir qu'elle ne peut pas tout faire, sinon elle risque de s'abolir. C'est l'esprit des limites qui est le contraire de l'esprit prométhéen. Je pense qu'on doit renouer avec ça. Finkielkraut appelait ça la finitude. Ben, on va s'en reparler dans une chronique à venir. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée. Au grand plaisir. Bye bye. Faire arriver le printemps dans une pub à la radio, c'est vraiment facile. Ça prend une petite toune de terrasse, un beau parterre de tulipes, et voilà. Si vous voulez faire arriver le printemps chez vous, mais que vous vivez pas dans une pub, je connais une bonne place. Le printemps est en fête chez Renault Dépôt. Jusqu'à mercredi, profitez d'une foule d'aubaines comme les parasols de 10 pieds à 99$ et le terreau d'empotage 3 en 1 CIL à 3,49$. En magasin et en ligne, des conditions s'appliquent. Renault Dépôt, le projet possible grâce à Marketing Intelliposte de Poste Canada. Comment joindre ma clientèle à la maison? Faut-il repenser mon mix média? Comment amplifier ma publicité numérique? Le marketing pose de nouveaux défis. Pour les relever, il faut connecter, captiver et convaincre. Les solutions de publipostage de Poste Canada sont conçues pour vous aider. Découvrez pourquoi nos experts affirment que le publipostage est le canal idéal à postecanada.ca/balado-MI. Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, on a su que la disque veut que les radios commerciales francophones au Canada fassent jouer au moins 55% de musique en français aux heures de grande écoute. Ce n'est pas le cas actuellement. On le sait que les radios francophones, ce qu'ils font, c'est qu'ils font jouer de la musique québécoise, de la musique francophone, mais aux petites heures du matin, quand les gens n'écoutent pas, puis aux heures de grande écoute, ils mettent des gros hits américains. J'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que je sais que tu es bien sûr un amant de la culture québécoise, mais t'es pas un fan des quotas. Alors, qu'est-ce que t'en dis de la proposition de la disque? Oh, est-ce qu'il est là? Mathieu, on l'a perdu un peu. Il y a un petit problème de téléphone. Donc, c'est ça. Ce qu'on fait, ou ce qui arrive aujourd'hui, c'est que vous le savez, les radios commerciales doivent diffuser un quota. Ben là, c'est 55% aux heures de grande écoute. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent, beaucoup de propriétaires de radios commerciales francophones qui disent, écoutez, si vous nous obligez à passer de la musique francophone aux heures de grande écoute, ce qui va arriver, c'est que notre public, nos auditeurs, ils vont arrêter de nous écouter, puis ils vont aller sur Spotify, puis ils vont se faire leur propre liste. Et ils nous écouteront pas. Et là, au lieu de combattre le problème, vous allez l'aggraver. C'est ça que ces gens-là disent. Et ils disent, nous autres, on est là, on est une entreprise privée, on donne aux gens ce que les gens veulent. Si toi, tu es propriétaire d'un restaurant et tu décides, je vais vendre, je sais pas, de la guédille, puis les gens veulent pas le guédille, ils veulent du steak, à un moment donné, tu vas fermer. Fait que, à un moment donné, comme propriétaire d'un commerce, tu donnes aux gens, c'est le client est roi, tu donnes aux gens ce qu'ils veulent. Alors, les propriétaires de radio francophones disent, c'est bien beau vos histoires de quotas, mais vous pouvez pas nous obliger à entrer dans la gorge des gens de la musique qu'ils ne veulent pas écouter. Et ça fait des années. Ça fait des années que ce combat-là est mené entre les artistes, les musiciens et les radios francophones. Donc, la disque demande de serrer la vis. Et là, on va avoir à un moment donné Mathieu en ligne. On a de la difficulté à l'avoir. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il y a. Parce que Mathieu, lorsqu'on parle, par exemple, de quotas de femmes dans les entreprises, ou de quotas de gens à raciser sur les conseils d'administration de grosses entreprises, il est pas fan de quotas. Il dit, je veux qu'on sensibilise les gens, mais commencer à avoir des quotas fixes, il est pas pour ça. Donc, est-ce que dans la question de la musique francophone à la radio, il est pour les quotas? Est-ce que Mathieu, t'es là? Oui, je suis là. Alors, quota, pas quota? Ben, moi, je pense que, alors, le terme quota est très mal approprié dans les circonstances. C'est-à-dire, ce qu'on a, c'est une société francophone en Amérique du Nord
qui est objectivement assiégé par une toute autre langue, une toute autre culture, et qui cherche simplement à dégager dans l'espace public un espace pour que sa propre culture puisse exister autrement qu'à la manière d'un résidu folklorique. Alors ça, je pense que c'est créer les conditions politiques de l'affirmation de la culture québécoise, de la culture francophone. Donc, je pense pas qu'on devrait appeler ça un quota, parce que le terme est inapproprié dans les circonstances. Cela dit, si on veut à tout prix appeler ça quota, j'en ferai pas une bataille. Et je pense que c'est simplement que, vu la pression de l'anglais, dégager un espace pour que le français puisse s'exprimer et trouver presque naturellement, par un effort politique, un marché, je ne m'en désole pas. Mais toi, t'écris des livres. Ton dernier livre est un best-seller. On entre chez Renaud Bré, par exemple, puis paf, il est là, à côté du livre de Pierre-Yves McSwain. Là. Des livres qui se vendent bien. Toi, t'es content que les gens achètent ton livre parce que c'est leur volonté. Ils veulent acheter ton livre. Ils sont intéressés parce que tu dis. Si on te disait non, ces gens-là sont obligés d'acheter ton livre, ça serait pas mal moins trippant. Toi. Mais c'est pas exactement la même chose, je crois. C'est-à-dire, pourquoi les gens peuvent encore acheter un livre en français en Amérique du Nord aujourd'hui, en 2021? C'est parce qu'il y a un effort politique qui a été fait depuis des décennies, je veux dire des générations, pour que la culture québécoise, la culture francophone au Québec soit la culture de référence. Et cet effort-là, pour une petite société comme la nôtre, enclavée dans la Fédération canadienne, dans une époque, faut-il le dire, qui est celle de l'américanisation, de l'anglicisation, de la mondialisation, pour que cette culture-là puisse, je dirais, se placer au centre d'elle-même, ou à tout le moins ne pas se considérer comme un objet secondaire, c'est un effort qui a plusieurs dimensions, politiques, culturelles, économiques, et ainsi de suite. Et s'il y a de la place pour un livre comme le mien, c'est parce qu'il y a eu tant et tant et tant d'efforts qui ont été faits et qui se font encore pour que justement les Québécois continuent de vivre et penser dans leur propre langue. Et je pense que par ailleurs, dans la question sur le plan de la musique, il y a un effet de la culture de masse aujourd'hui, la culture de masse américaine. On voit à quel point la puissance de pénétration par la révolution technologique, elle est forte. De ce point de vue, j'y reviens. Probablement que dans un monde idéal, on s'en passerait, mais dans un monde idéal, on se passerait aussi probablement de la loi 101. Dans un monde idéal, on se passerait de tant et tant de choses. Mais on vit dans un monde réel, et dans ce monde réel qui s'appelle l'Amérique du Nord, pour une petite nation francophone, ce qu'on appelle les quotas, en dernière essence, c'est un utile bouclier sans que ce soit la panacée. Alors là, c'est des quotas de musique francophone, on s'entend. Donc, il y a beaucoup de rap français, par exemple, qui se fait. Est-ce qu'on devrait aller plus loin et ne pas seulement dire de la musique francophone, mais de la musique francophone québécoise? Moi, là-dessus, ça dépend. C'est-à-dire, je ferais presque le lien avec la littérature, c'est bête à dire, mais quand moi je vois dans une librairie la littérature française détachée de la littérature québécoise, comme si la littérature française nous était étrangère, j'ai toujours l'impression qu'on nous arrache quelque chose. Donc moi, qui ai une espèce de point de continuité, sans que ce soit un amalgame, sans que ce soit la même chose, mais que la culture française et la culture québécoise trouve à se féconder l'une l'autre dans l'espace public, je ne m'en désole pas. Ensuite, dois-je te confesser que le rap français n'est pas nécessairement pour moi la forme la plus passionnante de la culture française aujourd'hui. À tout le moins, c'est pas nécessairement là-dedans que je me retrouve lorsque je me tourne vers la France. Mais bon, ça c'est une question de préférence personnelle. Il n'en demeure pas moins que pour survivre en Amérique, le Québec a tout intérêt à cultiver ses liens avec la France, même si c'est pas dans la part que je préfère. Mais tu sais, des fois, il y a des fausses solutions, des solutions qui règlent pas le problème, mais qui l'aggravent. C'est ce que disent les propriétaires de radios commerciales francophones en disant, si vous nous obligez à mettre aux heures de grande écoute 55% de musique francophone, on va perdre notre public et ils vont aller sur Spotify et là, ils vont se faire leur playlist et là, ils vont écouter de la musique américaine wall to wall. Je trouve qu'il y a derrière ça une forme de mépris du public un peu et aussi de paresse de leur propre part. Parce que franchement, moi aussi, je t'avouerai, parce que comme tout le monde, moi, je mets des postes de radio, et puis il m'arrive même d'écouter Chaume, ce qui n'est pas exactement un poste franco, mais moi, ce que je trouve souvent, c'est qu'il y a une grande paresse des programmateurs qui nous font toujours jouer les mêmes chansons, qui sont pas nécessairement les meilleures, convenons-en, des espèces de succès cacanes, préfabriqués, ennuyants, souvent, genre « Pourquoi veux-tu, papa, m'aimer ?» Bon, des trucs comme ça, on se tourne la tête, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Et là, on se dit « Mais est-ce qu'ils sont au courant
pour peu que la notion de classique veuille dire quelque chose. Hein. Je redonne un exemple. Si on écoute Chaume, eh bien, on va tomber sur toute une série de classiques de la musique anglophone, certains répétitifs, mais des trucs qui ne sont pas que liés à l'actualité la plus récente. Qu'est-ce qui nous empêcherait, puis là, je parle de mes propres préférences, mais on pourrait en nommer d'autres, d'Harmonium, à Beau Dommage, à Félix Leclerc, à Richard Séguin. Tu vas fermer. Non, mais c'est des radios commerciales vont fermer. Je suis pas certain. Je suis pas certain, moi, franchement. C'est-à-dire, c'est un patrimoine musical que les Québécois apprécient normalement, mais c'est comme si on a une forme de dédain envers soi-même, puis on se dit qu'on doit faire tourner, on va faire tourner une chanson de ce groupe-là de temps en temps. À la Saint-Jean, on va se faire des accraires en se disant, ben là, on va décider de faire jouer, on va faire jouer toute une série de chansons, ça devient presque de la musique de Saint-Jean comme il y a de la musique de Noël, mais j'ai tendance à croire qu'il y a une forme d'intérêt plus grand dans la population. Mathieu, je te dis souvent, le monde est divisé en deux. Il y a les gens qui voient le monde tel qu'il est et les gens qui le voient tel qu'ils voudraient qu'il soit. Et selon moi, tel qu'il est, c'est que les jeunes n'écoutent pas Harmonium, puis Beau Dommage, puis tout ça. J'ai bien compris. Je me compte pas d'histoire non plus. Je pense simplement que la musique québécoise francophone qui est offerte pour l'instant est souvent ennuyante. Disons ça comme ça. Et je pense que la musique québécoise peut offrir davantage, même chez les plus récents. Ce que fait Louis-Jean Cormier, ou alors quand ce que faisait avec Carquois, on pourrait donner d'autres exemples qui viennent des temps présents. Mais ce que je veux dire, c'est que la musique québécoise a offert et peut offrir bien davantage que l'image qu'elle donne en ce moment. Mais encore faut-il l'offrir, encore faut-il la rendre disponible sur le marché. Puis cela dit, inversement, s'il n'y avait pas l'effet bulldozer d'une certaine culture pop américaine, je ne suis pas certain. On pourrait donner bien des exemples de chansons, de musique qui franchement, c'est pas ce qu'on pourrait appeler absolument passionnant. Ensuite, et quand on me dit que les goûts ne se discutent pas, c'est faux. Je pense qu'il faut simplement voir qu'à un moment donné, la musique américaine anglophone s'impose parce qu'elle a le pouvoir. Bon, mais le petit pouvoir qui est le nôtre ici, c'est de lui résister un peu. Mais écoute, au-delà de ça, là, c'est pas un combat d'arrière-garde. Et là, je parle à mon équipe, le Carl puis Sébastien dans la console, là. Qui écoute encore de la radio commerciale musicale? Qui écoute ça? Quand t'es dans ton char pis que t'écoutes de la musique, tu mets ton téléphone, tu branches ton téléphone puis tu ta playlist. Y a-tu vraiment quelqu'un qui écoute des radios de musique, Carl? Juste un instant, tu sais que tu tombes avec moi sur le vestige des temps anciens. C'est-à-dire, moi, quand je rentre dans ma voiture, je tourne les postes, comme ça, puis j'essaie de tomber sur des trucs. Mon premier réflexe, c'est encore d'écouter la radio à l'ancienne. J'ai l'impression que c'est pas un réflexe complètement disparu dans la population. Probablement que les jeunes générations, c'est autre chose, mais la radio existe encore et est encore écoutée. Ben, de plus en plus de talk radio. Mais les gens disent, pour ce qui est de la musique, là, que c'est m'a faire moi-même ma propre liste, puis moi écouter ça dans mon auto. Oui, je comprends bien, mais sachant que ça existe encore, sachant que l'industrie n'est pas morte, sachant que c'est encore un espace de déploiement de la culture. C'est pour ça que je dis, moi, je pense pas arriver ici avec une espèce de solution miracle. Je pense pas dire, voilà, c'est ce qu'il faut faire et tout va être réglé. Mais faut-il condamner l'idée que que le politique dégage un espace pour la culture québécoise pour qu'elle puisse se déployer? Moi, je ne m'indigne pas de ça. J'ai plutôt tendance à penser que c'est une bonne idée, tout en sachant les limites de ce glaive émoussé. C'est ça, tu te fais pas d'illusions. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Merci. Bonne journée, bye bye. Salut. Mais c'est ça, Carl et Sébastien, y a-tu des gens qui écoutent tu sais, avec ben oui, Spotify, mais il y a Cube Radio aussi, il y a Cube Musique là où tu peux faire ta propre liste d'écoute. Écoute Richard, je vais te dire quelque chose. J'ai pris la route en fin de semaine et là je voulais brancher mon téléphone pour justement faire ce que tu disais. Il y avait pas de prise, j'avais emprunté une auto de ma belle-mère. Okay. J'ai écouté la radio et je n'ai fait que ça, j'ai même pas mis de disque. Puis il y a des classiques qui reviennent souvent là, je me rappelle pas quelle chanson. Elle finissait à une station. Je pense que c'était Losing My Religion de R.E.M. Okay. J'ai skippé, je suis tombé sur la même chanson, mais au début. Ben ça arrive souvent. I Was Made for Loving You de Kiss, pardon. Qui joue de... Mais tu sais que moi, je fais beaucoup de route, hein, Richard. Donc, la radio normale, là, musicale, quand je veux me faire surprendre par de la musique, et c'est là que je vais avec Mathieu. Quand je veux me faire surprendre avec de la musique francophone, c'est ça que je fais. T'écoutes de la musique francophone? Ouais. Tu penses-tu que ça pognerait, un poste de radio qui fait jouer du harmonium pis du pas tout. Zéro pin bar. Mais quand je veux me faire surprendre, entre peut-être 8h30 puis 9h30, une journée que ça me tente, et puis là, gars, tu vois qu'il y a plein de... Bon, je le fais.
Mais à plein temps, non. Mais il n'y a pas d'avenir là, dans la radio là, de musique, de la radio de musique commerciale. Comme moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis tu voulais entendre la musique, là, c'était la seule façon. J'écoutais c'est qui GM, des affaires de même, puis je tapais les tunes avec mon tape recorder, là, comme on dit. Là. Mais tu sais, aujourd'hui, là, je sais pas, si tu veux entendre la musique, tu fais toi-même ta propre playlist. Le bonheur que tu pourrais avoir à retomber sur une de tes cassettes, Richard. Moi, j'ai eu les CD gravés quand j'étais ado, là, puis là, des fois, je retombe sur un CD, là, tu te dis, mon Dieu, quel beau souvenir. Fait que cherche dans tes boîtes si t'as pas une vieille cassette. Tabarnouche, oui, OK. Avec Do the Hustle puis des vieux thèmes disco. Merci, on s'en va à la pause. André sait que Rona, c'est la place pour les projets de printemps. Mais des fois, il se rend pas compte qu'il exagère. Savais-tu que mon jardin est tellement grand qu'il y a 2 codes postaux? Ah oui, vraiment? Ouais. Ça tombe bien, c'est l'événement C'est le printemps chez Rona. Jusqu'à mercredi, profitez du terreau d'empotage Miracle Grow 28,3 litres à 7,49 $. Ou le Pays Scott 42,5 litres à seulement 3,49 $. Puis j'ai construit un cabanon plus gros que ma maison. Wow! En magasin ou en ligne, des conditions s'appliquent. Rona. Jamais trop tard pour ceux qui apprendre, savent. ni pour rêver. Commencez, reprenez ou terminez vos études supérieures dans la seule université québécoise 100% à distance, l'Université TÉLUQ. Choisissez parmi 125 programmes universitaires à distance dans un établissement d'enseignement reconnu. Depuis près de 50 ans, l'Université TÉLUQ vous permet d'étudier à votre rythme, sans contrainte de temps ni de lieu. Bienvenue à l'université de chez vous, l'Université TÉLUQ. Découvrez-la à TÉLUQ.ca. Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, mon ami Mathieu, qui demain va faire la page couverture du Figaro Magazine, c'est pas rien, en compagnie de Sonia Mabrouk. Félicitations, Mathieu. C'est vraiment quelque chose. Merci beaucoup. Alors, ton livre sort dans les prochains jours. Oui, qui sort le 15 avril à Paris et le 16 avril à Montréal, en fait le 16 avril au Québec. Donc, c'est un livre où je m'intéresse à l'obsession raciale qui dévore les sociétés occidentales contemporaines, où je m'intéresse à ce que j'appelle la fragilité woke, cette espèce d'étrange psychologie qui fait en sorte aujourd'hui qu'on réduit le monde à une série de systèmes discriminatoires qui généreraient partout des agressions et des micro-agressions, où je m'intéresse à cette perversion de la notion de racisme qui sert aujourd'hui, on prétend attaquer le racisme, mais dans les faits, on attaque l'universalisme, on attaque les libertés, on attaque la liberté d'expression. Donc, je m'intéresse à cette révolution racialiste qui m'inquiète beaucoup. Et le Figaro Magazine a eu la gentillesse, la générosité de m'offrir la une avec Sonia Mabrouk pour donner un peu d'écho à ces idées. Non, c'est énorme, là, vraiment. Là, félicitations, bravo. Et tu t'en vas à Paris, justement, faire la promotion de ton livre. Tu vas faire tout le tour de toutes les émissions d'information, de talk show, etc. Parce que t'es très aimé, apprécié là-bas, reconnu comme un intellectuel important. Écoute, Mathieu, toi qui te définis toi-même comme un hypocondriaque, tu vois ça comment, voyager, aller dans la ville lumière en pleine pandémie? Dans le respect le plus strict des mesures fixées par nos gouvernements. C'est-à-dire, je suis arrivé ici, je suis en quarantaine pour une semaine. C'est la règle en France où je suis dans mon appartement et je n'en sors pas d'aucune manière. Ensuite, c'est 2 semaines de retour à la maison en quarantaine stricte, en passant par 3 jours dans les hôtels gouvernementaux. Et à travers tout ça, c'est à Paris. C'est un voyage qui n'est pas sous le signe de l'agrément cette fois, même si c'est une ville magnifique en toutes circonstances. Donc, je rencontre les gens pour le travail, donc je fais des entrevues, tout ça. Et ensuite, je rentre chez moi. Donc, ce sera un voyage sans dîner, un voyage sans souper, un voyage sans tout cela. C'est triste pour l'amitié, mais cela dit, je pense que c'est la condition pour que les choses se fassent bien. C'est dans le respect le plus strict des mesures auxquelles je me plie sans enthousiasme, mais de bonne grâce, sans le moindre doute. La bonne chose, c'est que toi, te confiner dans un hôtel avec un bon livre, c'est pas vraiment une punition. Non, en effet, j'avais le premier confinement, je m'étais dit c'est l'occasion de lire beaucoup. Là, franchement, le confinement m'ennuie un peu, je vous l'avoue, mais je me suis amené une petite bibliothèque portable comme je le fais chaque fois. Donc, j'ai pour une semaine de lecture et de travail, et ainsi de suite. Puis après, ce sera 2 semaines chez moi de lecture en tant que telle. C'est l'occasion, d'ailleurs, je me suis amené quelques romans que j'ai pas le temps de lire de temps en temps, des livres que je veux relire et que j'ai pas eu l'occasion de relire depuis un bon moment. C'est loin d'être désagréable et je le dis à tout le signe du clin d'œil, je suis confiné à environ, je sais pas combien de mètres, mais pas beaucoup, de la Tour Eiffel qui est directement devant moi quand on se parle. Alors bon,
c'est une expérience particulière pour faire cette chronique. Wow, c'est super ça. Mais en tout cas, on va certainement t'écouter à la radio française. J'imagine que tu vas participer à l'émission Réplique de Alain Finkielkraut, que j'écoute religieusement. Oui, ça c'est... Le réplique, c'est programmé pour le 1er mai. Donc ça, ça va être en fait, vu les circonstances sanitaires, réplique, plusieurs le font en ce moment à distance, par téléphone et tout ça, avec des logiciels particuliers. Donc le 1er mai, je suis à réplique. J'ai aussi d'autres émissions. Enfin, oui, il y en a beaucoup, ce qui est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est pour ça que j'ai traversé l'Atlantique, parce que spontanément, mon premier réflexe aurait été, dans les circonstances, de tout faire pour rester à la maison, mais tout en sachant que la sécurité sanitaire est assurée, pour peu qu'on respecte les règles intelligemment, évidemment, c'était la promotion du livre exigeait cette présence, parce que sinon, à un moment donné, les choses sont ainsi faites, donc le travail exigeait cela. Mais comme je dis, donc il y a plusieurs émissions et comme j'y sois assuré, étant un hypocondriaque de classe mondiale, eh bien je serai en ces matières d'une prudence à faire rougir les autres hypocondriaques. Mathieu, justement, je veux en parler avec toi. Tu reconnais l'importance de la pandémie, tu respectes les consignes sanitaires. Qu'est-ce que tu penses des gens qui vivent dans un univers parallèle et pour eux, la pandémie, ce n'est qu'une grippe? Ben, ça commence à m'exaspérer, c'est-à-dire autant, puis moi, plus que ça commence, mais c'est que là, en ce moment, il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans une partie de l'opinion, c'est-à-dire qu'il y a une exaspération par rapport aux mesures. Je pense qu'on l'est tous exaspérés, hein, la question n'est pas là, que certaines mesures puissent et doivent être discutées, parce que le débat démocratique, on n'est pas obligé d'être tous d'accord avec les mesures proposées, on peut dire, celle-là, oui, celle-là, j'ai des réserves. Bon. Mais ceux qui convertissent leur exaspération en négation de la pandémie, en dédramatisation de la pandémie, qui disent que finalement, puisque je n'aime pas ça, eh bien, tout ça n'est pas si grave. Puisque tout ça m'exaspère, eh bien, aussi bien faire semblant que ce n'est pas là, je trouve qu'il y a un réflexe d'autruche assez fascinant. C'est-à-dire, autant on peut dire bonne gestion ou mauvaise gestion du gouvernement Legault. On peut dire bonne mesure ou mauvaise mesure, mesure excessive, mesure trop limitée, tout ça on peut en débattre. Mais dire tout ça est une opération de contrôle social, tout ça c'est de la dictature sanitaire, c'est le mot à la mode. Ça me rend fou parce que j'ai l'impression que ce sont des gens qui se réfugient dans un monde parallèle et qui, plutôt que de faire une critique éclairée et raisonnable de certaines mesures qu'on peut juger excessives dans les circonstances, pourrissent tout le débat avec des concepts épuisants et étouffants et bêtes. Le Québec, le monde occidental, le monde en ce moment traverse une crise historique. Parler de dictature sanitaire, pour ça, je pense que c'est basculer dans un monde parallèle. Et dans de la démocratie en Amérique, Tocqueville nous mettait en garde contre la religion des droits individuels. Lui, il trouvait ça important, les droits individuels, mais il dit à un moment donné, passer une certaine limite, lorsque ça se met à tourner en roue libre, c'est dangereux, là. Mais quand l'individu a besoin du collectif pour s'épanouir, et le collectif n'a de sens que s'il permet l'épanouissement des personnes et des individus. Mais là, quand on a des gens qui disent, puisque tout ça m'énerve, une forme de darwinisme social un peu étonnant quand même, hein. Des gens qui disent, que les plus faibles, finalement, on n'est pas loin que les plus faibles crèvent quelquefois. On n'est pas loin de l'entendre, ça. Moi, je trouve que c'est absolument insensé, aberrant, qu'il faille, et c'est ça que je trouve insupportable dans tout cela, c'est qu'il faille avoir des mesures de confinement plus subtiles, plus précises, pour suivre l'évolution de l'épidémie, pour être capable d'y répondre jusqu'à ce que la vaccination fasse son travail, c'est une chose. Moi, je suis pas de ceux qui acceptent en bloc toutes les mesures proposées. Je pense qu'il y a des réserves légitimes qui peuvent s'exprimer. Mais cette réserve-là doit s'inscrire sous le signe de la raison. De la raison, ça veut dire reconnaître le fait de la pandémie, décréter l'inexistence de la pandémie, traficoter des chiffres d'une manière ou de l'autre pour laisser croire que tout ça, finalement, est secondaire. Après un an dans tout ça, je trouve ça insensé qu'on en profite pour critiquer le système de santé, très bien. Les limites du système de santé, très bien. Les limites du système de traçage, très bien. Ça, c'est des mesures politiques. Mais qu'on décrète l'inexistence de ce que nous traversons, se réfugier dans des fantasmes conspirationnistes, parce qu'on en voit quand même quelques-uns, on a l'impression, comme je l'ai dit, des gens dans un monde parallèle qui décident de décréter que n'existe pas ce qu'ils n'aiment pas. C'est que nous ne nous voyons plus maintenant comme des citoyens, nous nous voyons comme des consommateurs. Laissez-moi aller au restaurant, laissez-moi aller au bar, laissez-moi m'amuser dans des gyms, aller dans les salles de spectacle, etc. Mais être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs.
Ah ben oui, non, mais c'est le concept qui manque en général. Hein. Et c'est assez particulier. Ouais, tu dis des consommateurs, j'ajouterais souvent pour certains, pas pour tout le monde, on s'entend, mais pour certains, il y a même le côté consommateur adolescent. C'est-à-dire, si ma vie n'est pas rivière de plaisir, ma vie n'est rien. Bon, moi, puis je le redis, moi j'étais assez... C'est ça qui est embêtant là-dedans, c'est qu'il devrait être possible, après 1 an de pandémie, de commencer à avoir une discussion raisonnable dans les paramètres de la pandémie, dans le désir, évidemment, d'en sortir à moyen terme. Mais si on refuse d'entrer dans la discussion, c'est-à-dire en prenant au sérieux la réalité de la pandémie, comme on le voit, moi je trouve ça fleurit sur des réseaux sociaux, eh bien, il suffit dans ce cas-là, hélas, d'un cas, comme on l'a vu à Québec, mais il y en a d'autres évidemment, un cas qui peut d'un coup mettre en danger toute une partie de la population et entraîner à terme une nouvelle vague de confinement dont personne ne souhaite. Donc, à un moment donné, la condition de la restauration de nos libertés à court et moyen terme, c'est un sens de la responsabilité pour chacun, mais pour ça, les gens doivent se comporter comme des adultes. Et dans ton prochain livre, j'imagine, tu vas attaquer la gauche, bien sûr, une certaine gauche qui voit du racisme partout, mais il y a une certaine droite qui voit de la dictature partout aussi, puis c'est aussi ridicule. Ah ben t'as absolument raison. Moi, c'est pour ça que là-dessus, la psychologie libertarienne, qui consiste à voir dans le simple idée de normes collectives, quelle qu'elle soit, de dictature, je trouve ça insensé. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des années, là, c'est pas l'objet du présent livre, mais dans un livre précédent, dans Exercice politique, j'avais plusieurs textes consacrés à cette droite libertarienne qui me semble, lorsqu'elle peut faire une contribution limitée, circonstancielle sur des excès de l'étatisme, très bien, mais lorsque sa philosophie commande, on voit le résultat, mais c'est la négation du réel, c'est l'absolutisation de l'individu, c'est l'incapacité des normes collectives, ça aussi, c'est un délire idéologique. Tout à fait. Ben, bonne chance avec ton livre. Écoute, là, t'es obligé de faire quelque chose. Je vais te demander de faire quelque chose. Si tu le fais pas, notre amitié est en danger, mon cher Mathieu. Ouais. À un moment donné, tu vas manger sur une terrasse à Paris. Il faut quand même que tu manges. Tu prends un petit verre de vin et t'as une pensée pour moi en regardant les rues de Paris. C'est tout ce que je te demande. Manger n'est pas possible en public. Tout est fermé, même les terrasses. Ah oui. Mais j'aurai, à partir de la terrasse de mon appartement, une pensée pour toi dans les prochaines minutes. Je t'enverrai une photo avec plaisir. Merci, bon succès, puis j'ai très hâte de lire ton livre. Merci, Mathieu. Au grand plaisir, bye bye. Faire arriver le printemps dans une pub à la radio, c'est vraiment facile. Ça prend une petite toune de terrasse, un beau parterre de tulipes, et voilà. Si vous voulez faire arriver le printemps chez vous, mais que vous vivez pas dans une pub, je connais une bonne place. Le printemps est en fête chez Renaud Dépôt. Jusqu'à mercredi, profitez d'une foule d'aubaines comme les parasols de 10 pieds à 99$ et le terreau d'empotage 3 en 1 CIL à 3,49$. En magasin et en ligne, des conditions s'appliquent. Renaud Dépôt, de projet à réalité. Ni pour rêver. Commencez, reprenez ou terminez vos études supérieures dans la seule université québécoise 100% à distance, l'Université TÉLUQ. Choisissez parmi 125 programmes universitaires à distance dans un établissement d'enseignement reconnu. Depuis près de 50 ans, l'Université TÉLUQ vous permet d'étudier à votre rythme, sans contrainte de temps ni de lieu. Bienvenue à l'université de chez vous, l'Université TÉLUQ. Découvrez-la à TÉLUQ.ca. Cube Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépassé pas comme les autres. Mathieu, je sais que tu veux nous parler du NPD, mais avant, je veux te parler d'un texte qui est paru, un texte hallucinant qui est paru dans le Toronto Sun, que tu n'as probablement pas vu passer parce que là, tu es à Paris et tu t'occupes bien sûr du lancement de ton livre. Je vais t'expliquer c'est quoi là, les tenants et les aboutissants de ce texte-là. On parle du cours antiraciste que doivent suivre tous les fonctionnaires fédéraux. Si tu travailles pour le gouvernement fédéral, tu dois suivre ça. Oui, bien sûr. OK, et là, on explique aux fonctionnaires fédéraux quelles sont les valeurs du suprémacisme blanc. Et parmi les valeurs qui sont représentatives du racisme et du suprématisme blanc, tenez-vous bien à la maison, il y a l'objectivité. Oui, la quête de la vérité, la quête de la science, la quête de la rigueur, et ainsi de suite. Mais c'est fou. C'est fou raide. Alors, c'est drôle que tu dises ça. Si je peux me permettre, je veux pas me faire une passe à moi-même, mais dans mon livre qui sort la semaine prochaine, j'évoque un dossier équivalent qui s'était passé au Smithsonian Museum aux États-Unis, où on expliquait, il y avait un panneau explicatif où on expliquait que justement la rationalité, la science, la rigueur scientifique, c'était des marques de la suprématie blanche. Dans d'autres domaines, on va nous dire, par exemple, dans la pédagogie antiraciste, on va nous expliquer que
pour décoloniser l'enseignement des mathématiques, il faut passer d'une approche centrée sur la quête de la bonne réponse, la suprématie blanche, une approche ouverte à la diversité des cultures, donc qui valoriserait la recherche de la bonne réponse sans valoriser la bonne réponse en elle-même. Et ce discours-là, donc là, c'est au cœur. Il y a véritablement un racket qui existe. C'est le racket des formations à prétention antiraciste qu'on donne dans les administrations publiques et privées, données par des militants qui se font passer pour des experts, mais qui nous expliquent que la science, c'est du suprémacisme blanc. La rigueur, c'est du suprémacisme blanc. L'objectivité, c'est du suprémacisme blanc. Et il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que la notion de suprémacisme blanc, manifestement, ne veut absolument rien dire là-dedans, c'est du délire. Et la deuxièmement, il y a une marque de condescendance effrayante à l'endroit de ce qu'on appelle les minorités, comme s'ils étaient, comme si parce qu'ils étaient noirs ou latinos ou asiatiques, ils étaient étrangers à l'objectivité, la rigueur scientifique et tout ça. Mais quelle connerie! Je ne sais quoi cette idée comme quoi les Noirs ou les Latinos seraient étrangers à la rigueur scientifique ou à l'objectivité. Mais c'est quoi cette marque dégueulasse de colonialisme à leur endroit, de vrai colonialisme dégueulasse? Comme quoi le wokisme est un racisme qui s'ignore. Ben, tout à fait. Écoute, ça veut dire que si je suis prof de maths, mettons, là, et je dis 2 + 2 égale quoi? Et qu'un étudiant noir me dit 5, je devrais lui dire, c'est correct, t'es dans le ballpark, là, c'est correct, c'est pas pire 5. Étant donné que t'es noir, je te dirais pas d'avoir la réponse juste, je vais demander ça au blanc, mais c'est d'un ridicule! Ah oui, mais c'est d'un ridicule, mais alors là, ne nous trompons pas. C'est drôle que tu parles aussi, parce que justement, j'ai vu passer ce dossier-là. Dans la fonction publique fédérale, c'est comme ça. Dans plusieurs entreprises, moi, on m'envoie régulièrement des dossiers comme ça, des gens qui subissent ça, des gens qui vont travailler, je sais pas, une agence qui fait des luminaires, des gens qui travaillent dans le sport, des gens qui travaillent dans le spectacle, qui subissent ça. En plus, qui reçoivent, qui subissent des formations sur la suprématie blanche et le racisme systémique. Et moi, de tels trucs, je les vois passer régulièrement. C'est ce que j'appelle l'industrie du diversity training. Quand ça s'exprime de manière vaguement plus subtile, c'est dans les universités ce qu'on appelle l'approche EDI, équité, diversité, inclusion, qui consiste en fait à imposer à des ateliers de rééducation idéologique aux employés pour les amener à prendre conscience de leur suprémacisme blanc et de leur participation au racisme systémique. Et ce qui est drôle, c'est quand on voit la définition qui est donnée du suprémacisme blanc, on y revient à ce que tu dis, eh bien, on voit à quel point on entre dans un univers parallèle, fou, un univers toxique, idéologiquement déréglé. Et dans cet univers, dire que 2 + 2 égale 4 et tenir à la bonne réponse, c'est du suprémacisme blanc. Devant tout cela, moi, je suis convaincu d'une chose, il faut cesser de financer ces formateurs idéologues, ces faux experts qui, dans les faits, vampirisent les fonds publics pour faire tourner leur petite machine de culpabilisation. C'est atroce. Et ces gens-là sont connectés à l'administration publique, sont connectés aux administrations privées et servent, dans les faits, une propagande aux employés qui la subissent et qui, à travers ça, expriment un racisme qui se prend pour de l'antiracisme. Ben, tout à fait, parce qu'il y a des coucous qui croient ça, puis qui se parlent de ça entre eux autres. À la limite, même que des cours là-dessus, c'est une chose. Il y a toujours eu des coucous dans l'histoire de l'humanité qui étaient extrémistes, qui étaient radicaux. Mais là, c'est rentré que tous les fonctionnaires de l'État fédéral, et là, on parle de centaines de milliers de personnes qui doivent suivre cette formation-là. Écoute, c'est à pleurer, Mathieu. Oui, mais tu vois, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est là-dessus que on a chacun nos défauts dans la vie. Il y a des gens qui aiment se faire dire qu'ils sont les plus beaux, d'autres qu'ils sont les plus vigoureux, les plus beaux sportifs. Moi, ma petite faiblesse, c'est de me faire dire que j'avais eu raison avant tout le monde. Oui. Sur ce coup-là, ça fait des années que j'explique à qui veut l'entendre et même aux autres, on va le faire remarquer, que de telles formations existent, qu'elles sont normalisées, qu'elles progressent, qu'il y a un véritable, c'est un business de l'antiracisme corporatiste, c'est un business de l'antiracisme pédagogique qui va aussi dans l'administration. Et tout ça, on le voit aller. C'est simplement que là, on voit, ça sort un peu tellement que c'est absurde. Mais ne te trompe pas, si dans une assemblée, tu t'en vas dire, oui, mais un instant, en quoi c'est du suprémacisme blanc, ça? C'est celui qui pose la question qui passe pour le racisme. C'est celui qui dit en quoi l'objectivité, c'est du suprémacisme blanc. C'est lui qui passe pour le racisme et l'infréquentable. Et il comprend très bien que le regard qui sera jeté sur lui, on va peut-être lui envoyer des gens pour le rééduquer, on va peut-être le mettre en pénitence administrative, on va peut-être lui donner un blâme, donc on va payer le prix pour avoir dit ça. Donc devant tout cela, la plupart se taisent et subissent. Mais ce n'est pas faut pas se tromper, Richard. Ce qu'on voit là, c'est la nouvelle normalité.
ce ne sont plus des coucous, c'est eux la norme. Et de leur point de vue, c'est nous les coucous. Et dans les faits, c'est eux qui contrôlent l'appareil d'État, c'est eux qui contrôlent le langage de l'État, c'est eux qui contrôlent les formations de néo-fonctionnaires. C'est ça aujourd'hui la norme. Et nous sommes des coucous parce que nous continuons à croire que ce n'est pas mépriser les Noirs, ou mépriser les Latinos, ou mépriser les Asiatiques, que croire que la rationalité scientifique n'est pas exclusive à un groupe racial et que c'est universel et propre à l'ensemble des cultures. Mais là, il va falloir que les scientifiques racisés, et Dieu sait qu'il y en a, s'élèvent contre ça, là. Il va falloir qu'ils prennent la parole parce que les fous ont pris possession de l'asile. Et écoute, ton livre tombe pile, mais c'est vraiment incroyable. Ton livre va être un antidote à ce poison-là, là. Ben moi, ce que je vois, c'est que la notion de suprémacisme blanc, de suprématie blanche, c'est le nouveau concept avec racisme systémique. C'est-à-dire les deux vont ensemble. Si on conteste la théorie du racisme systémique, on est à la suprématie blanche. Et pour lutter contre la suprématie blanche, il faut démanteler les mécanismes du racisme systémique. C'est tout un univers conceptuel qui s'emboîte et qui, dans les faits, est aujourd'hui hégémonique dans les sciences sociales, dans les départements de ressources humaines, dans les différentes formations à la diversité qui sont infligées aux gens. Et si on veut bien paraître en société, il faut adhérer à ça. Ces concepts-là se normalisent. Donc, ce qu'il faut en ce moment, je crois, c'est un puissant vaccin contre ce virus idéologique, pour le dire en faisant un clin d'œil à mon propre livre. Je pense qu'on est à le moment où on doit comprendre. Moi, je trouve qu'une phase d'hygiène intellectuelle aujourd'hui consiste à prendre chacun de ces concepts-là, les déconstruire, montrer comment ils viennent ensemble dans toute une espèce de nuée de concepts. Il ne faut céder en rien. Mais le problème, c'est que moi, on me raconte ça. On me racontait récemment, je veux pas trahir la personne parce que c'est une amie. Mais une amie qui subissait une telle formation dans une organisation culturelle de Montréal, apprenait qu'elle était dans le racisme systémique, apprenait qu'elle était dans la suprématie blanche, apprenait ses biais inconscients. Et si elle avait eu l'idée de contester cela, ne serait-ce que d'une manière ou de l'autre, elle aurait pu perdre son poste. Bon, là, je te raconte ça sans lui avoir demandé la permission, donc c'est pour ça que je la donne pas. Mais des exemples comme ça, on pourrait quand même en donner quelques-uns, pour ne pas dire beaucoup. Mais c'est très grave ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est très grave. C'est très, très grave. Et là, on voit que le NPD a bu le Kool-Aid aussi, là. Bon, en fait, le NPD a un peu inventé le Kool-Aid dans la matière. Hein. C'est-à-dire, le NPD, en ces matières-là, c'est deux parties de NPD. C'est le vieux parti travailliste canadien connecté au syndicat, c'est le parti des cols bleus, c'est le parti des travailleurs qui trouvaient qu'il fallait quand même une gauche ouvrière. Eh bien, franchement, je t'avouerais que moi, ce NPD-là ne me déplaît pas. C'est pas mon parti, pour mille et une raisons, mais je pense qu'il faut un parti travailliste dans une société qui, ou plus à gauche, qui fait valoir les exigences de la justice sociale, de la vraie. Mais aujourd'hui, dans les faits, même si sa base électorale, en partie, sa vieille base électorale demeure, c'est un parti qui s'est converti au wokisme. Son idéologie dominante, c'est le wokisme, et les vieux NPD à l'ancienne passeraient probablement pour des militants d'extrême droite dans leur rang. Aujourd'hui, le NPD assimile la loi 21 à la suprématie blanche. Donc là, une fois qu'on est dans cet univers-là, il y a des oiseaux qui traînent sur Twitter aussi, des militants de cette nouvelle gauche woke, des incultes, fanatiques, haineux, qui sont très connus, qui sont même appréciés quelquefois de nos journalistes. Je ne les nomme pas pour ne pas leur faire de publicité, mais qui vont assimiler, par exemple, la critique des seuils d'immigration actuels à la suprématie blanche. Alors là, on voit tous ces concepts-là percoler dans la société, et devant cela, il ne faut pas se coucher. Il faut subir la pluie de crachats s'il le faut. Il faut accepter de se faire insulter, mais en échange, ne pas céder, tenir, parce que ce discours-là est toxique et sinon on va tous nous empoisonner. Tout à fait. Tenir en lisant ton livre qui sort dans quelques jours, je le rappelle, et qui porte justement là-dessus, et ça devrait être une lecture obligatoire. Tiens, on devrait mettre une copie dans chaque chambre de motel, comme la Bible, comme on fait avec la Bible. C'est pas mal. Ou à tout le moins en offrir à chacun à la manière d'une dose de vaccin. Prenez même 2 doses. Oui, tout à fait. Merci Mathieu, puis bon séjour encore là-bas. Bonnes entrevues là-bas. Merci. Faire arriver le printemps dans une pub à la radio, c'est vraiment facile. Ça prend une petite toune de terrasse, un beau parterre de tulipes, et voilà. Si vous voulez faire arriver le printemps chez vous, mais que vous vivez pas dans une pub, je connais une bonne place. Le printemps est en fête chez Renaud Dépôt. Jusqu'à mercredi, profitez d'une foule d'aubaines comme les parasols de 10 pieds à 99$ et le terreau d'empotage 3 en 1 CIL à 3,49$. En magasin et en ligne, des conditions s'appliquent. Renaud Dépôt, de projet à réalité.